C'est donc quelque chose de très particulier car il a fallu creuser les fondations, un travail de longue haleine qui a permis de découvrir ce passage secret sous le Colisée, sous la poussière et les pierres brisées. Une chambre secrète a révélé des signes que Rome n'a jamais voulu voir. D'étranges images, des symboles oubliés et des traces d'anciens rituels suggèrent une histoire que l'Empire s'est efforcé d'effacer de son passé, soulevant des questions sur ce qui s'est réellement passé dans ces tunnels obscurs. Si ces symboles ont survécu à des siècles sous terre que cachent encore ces profondeurs, rejoignez-nous pour découvrir ce que l'histoire a à dire sur le monde perdu sous Rome. Ombre d'un monde disparu. Rome est aujourd'hui l'une des villes les plus visitées au monde. Ses larges avenues, ses vestiges antiques et son histoire riche attirent des visiteurs du monde entier. Le Colisée est l'un de ses sites les plus célèbres. Cette immense arène de pierre domine la ville, symbole de la puissance et du faste de la Rome antique. Depuis près de 200 ans, les visiteurs arpentent son enceinte, admirent ses arches et imaginent la foule qui remplissait jadis ses gradins. Cette structure grandiose est devenue, pour beaucoup, l'image même de la Rome antique. Si des millions de personnes contemplent ses galeries supérieures et son arène ouverte, bien d'autres trésors demeurent cachés en dessous et autour. La zone située sous et autour du Colisée recèle bien plus que les seuls vestiges du grand amphithéâtre. Elle jouxte les ruines d'un édifice encore plus ancien, le vaste palais de l'un des plus célèbres empereurs de Rome. Ce palais, aujourd'hui connu sous le nom de Domus Aurea ou Palais d'Or, fut construit il y a près de 200 ans par l'empereur Néron après qu'un incendie dévastateur eut ravagé une grande partie de la ville. Immense, il s'étendait sur plusieurs collines. Ses grandes salles, ses jardins et ses lacs artificiels couvraient une vaste portion de la Rome antique. Certaines parties étaient richement décorées de marbre d'or et d'œuvres d'art raffinées. Au fil du temps, les générations suivantes en ont enfoui une grande partie sous la terre et de nouvelles constructions. La Dolisara tomba dans l'oubli pendant des siècles, jusqu'à sa redécouverte fortuite à la Renaissance lorsqu'un garçon tomba par hasard dans ses salles peintes. Depuis lors, les archéologues s'efforcent de dégager des portions de cet immense palais. À chaque nouvelle campagne de fouilles, ils découvrent de nouveaux vestiges du passé complexe de Rome. Nombre de ces vestiges se trouvent sous la ville moderne et sous les édifices qui ont remplacé le palais au fil des siècles. Cette zone, qui fait partie du parc archéologique incluant également le Colisée, recèle certaines des découvertes les plus riches et les plus inattendues de l'archéologie moderne. Parmi les plus surprenantes figure une chambre souterraine secrète récemment mise au jour après avoir été oubliée pendant près de 2 millénaires. Cette chambre a été découverte par hasard lors de travaux de restauration menés par des archéologues sur des parties voisines des ruines du palais. La majeure partie de la pièce était alors recouverte de terre et invisible. Mais lorsque les ouvriers ont installé des projecteurs et du matériel d'éclairage, ils ont révélé un espace voûté entier, orné de peintures murales longtemps tombées dans l'oubli. La pièce est désormais appelée la salle du Sphinx, car l'une des créatures peintes sur ces murs est un sphinx, être mythologique à corps de lion et à tête de femme. Autour de cette figure aux pigments rouges, verts et jaunes qui ont traversé les siècles se trouvent des images d'autres êtres mythiques et des motifs éclatants. Des figures telles que des centaures, des créatures mi-hommes, mi-chevaux, apparaissent aux côtés de représentations du dieu Pan à la croupe de bouc. On y trouve également des figurines ornées de motifs végétaux, d'éléments aquatiques, de créatures marines et de scènes de bataille. Cet espace récemment redécouvert était longtemps resté caché sous les couches de terre et de débris accumulés après la mort de Néron. Après sa mort au 1er siècle après Jésus-Christ, Néron tomba en disgrâce auprès de nombreux Romains. Ses successeurs prirent des mesures délibérées pour effacer son héritage. Ils comblèrent une partie de son immense palais avec de la terre et y construisirent de nouveaux espaces et édifices publics. Parmi ces constructions ultérieures figurait l'amphithéâtre Flavien qui deviendrait le Colisée. Le terrain qui abritait autrefois le lac artificiel de Néron devint le site de cette nouvelle structure grandiose changeant à jamais le visage de Rome. Le palais lui-même, jadis symbole de l'extravagance impériale, fut dissimulé à la vue, car les empereurs et les bâtisseurs successifs utilisèrent ses fondations pour de nouveaux projets, laissant des sections entières enfouies sous la surface de la ville en pleine expansion. Avec le temps, le souvenir de ces lieux s'estompa, seules de petites portions du palais, restant visibles au-dessus du sol, et reconnues comme faisant partie de l'histoire de la Rome antique.
Les archéologues décrivent la salle du Sphinx et d'autres chambres cachées sous la ville comme de précieuses capsules temporelles. Ces espaces sont restés intacts pendant des siècles, à l'abri de l'air et de la lumière. Dans une grande partie de la Domus Aurea, ces conditions contribuent à la préservation des œuvres d'art qui émergent aujourd'hui. La fraîcheur des couleurs et la netteté des figures animales et mythologiques témoignent du talent artistique et de la vitalité qui animaient autrefois les salles du palais. À son apogée, la Doissuria comptait des centaines de pièces ornées de fresques, de stocks et de motifs décoratifs. Ces œuvres d'art recouvrent le plafond voûté et les murs suggérant une pièce où le symbolisme jouait un rôle prépondérant dans sa conception et sa fonction. Cette chambre vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses, indiquant qu'une grande partie de ce palais disparu reste encore à explorer. Sa découverte démontre que même dans des lieux étudiés depuis des générations, il subsiste des pans entiers du monde antique qui n'attendent qu'à être découverts. Le fait que cette chambre soit restée cachée jusqu'à récemment témoigne de la complexité du réseau souterrain de Rome. Les fouilles à Rome sont toujours menées avec précaution et lenteur, car des bâtiments modernes des routes et des réseaux d'utilité publique recouvrent les ruines antiques. Les archéologues doivent concilier préservation et exploration, ce qui rend chaque nouvelle découverte à la fois stimulante et passionnante. Chaque nouvelle trouvaille enrichit notre compréhension de la vie de l'art et du pouvoir dans la Rome antique, où de nombreux espaces restent encore à explorer. La Domus Aurea. À l'intérieur du Colisée était le plus grand palais jamais construit dans la Rome antique. Elle s'étendait sur de vastes collines au cœur de la ville. Ce palais fut construit par l'empereur Néron peu après le grand incendie qui ravagea Rome en 64 après Jésus-Christ. L'incendie détruisit une grande partie de la ville et laissa derrière lui de vastes étendues de terrain. Néron saisit cette occasion pour construire un palais plus grand et plus beau que tout ce qui avait été vu auparavant. Le palais s'élevait sur les collines de l'Escaline du Palatin et du Callien, couvrant des zones qui constituent aujourd'hui les fondations d'édifices romains plus récents. Le lieu fut nommé Domus Aurea car le palais resplendissait jadis de feuilles d'or sur ses murs, de pierres semi-précieuses et d'une riche décoration. À l'époque de Néron, ce palais était un symbole de richesse et de pouvoir, et semblait démontrer que l'empereur dominait non seulement la ville, mais aussi le monde de l'architecture et de l'art. Avec le temps, cependant, le palais autrefois centre du pouvoir tomba dans l'oubli enfoui sous des couches de terre et des constructions ultérieures. La Doisa ne subsista que quelques années avant la mort de Néron en 68 après Jésus-Christ. Après son décès, les dirigeants romains s'empressèrent d'éliminer son influence de la ville. Néron était devenu impopulaire auprès de nombreux citoyens et sénateurs en raison du coût exorbitant de ses projets et de sa réputation d'excès et de cruauté. De ce fait, ses successeurs dépouillèrent le palais de ses matériaux luxueux. Le marbre, l'ivoire et les éléments métalliques furent récupérés et réutilisés dans de nouveaux bâtiments publics. La majeure partie du palais le fut également. Les Domus Aurea furent délibérément enfouis sous de la terre et dégravats afin que de nouvelles constructions comme les thermes de Trajan puissent reposer solidement sur le sol. Cet enfouissement contribuait à préserver les niveaux inférieurs du palais, mais entraîna également l'oubli d'une grande partie de la Domus Aurea pendant des siècles. Seules de petites portions furent visibles à la surface, la majeure partie du palais demeurant invisible sous les rues et les parcs de Rome. Plusieurs siècles plus tard, au 15e siècle, la Domus Aurea fut redécouverte par hasard lorsqu'un jeune garçon tomba dans l'une des chambres enfouies à travers un trou dans le sol. Les artistes et érudits de la Renaissance entreprirent alors d'explorer cet étrange monde souterrain. Ils découvrirent des murs et des plafonds peints, préservés de l'air depuis près d'un 500 ans. Parmi ces premiers explorateurs figuraient certains des artistes les plus célèbres de l'époque. Ils copiassent les motifs et les réintroduisirent dans le monde de l'art, suscitant un regain d'intérêt pour l'art classique. Pendant de nombreuses années après cette redécouverte, certaines parties de la Doria furent étudiées, mais l'étendue complète de ces espaces souterrains demeura insoupçonnée. Les archéologues n'ont dévoilé que progressivement les salles et les couloirs de la Domus Aurea.
au fur et à mesure des travaux de restauration menés à l'époque moderne. Aujourd'hui, la Domus Aurea fait partie du site archéologique situé près du Colisée, où les visiteurs peuvent déambuler dans différentes parties de cet ancien palais et observer des vestiges de son décor et de son architecture. Ces dernières années, la salle du Sphinx a suscité un vif intérêt auprès du public et des scientifiques. Les archéologues ont découvert l'entrée alors qu'ils préparaient la restauration de la voûte d'un espace voisin. Au cours de leurs travaux, ils ont mis au jour la partie supérieure d'une salle voûtée en berceau jusque-là invisible. Lorsque la lumière fut dirigée vers cet espace pour la première fois en près de 200 ans, toute la surface peinte de sa voûte et de ses murs supérieurs apparut. La chambre, de forme rectangulaire et dotée d'un haut plafond incurvé, se situe au pied de l'ancienne colline dans le quartier dit de la colline d'Oppian, non loin du Colisée. Les œuvres qui ornent cette pièce sont attribuées à un groupe de peintres connus des historiens comme un atelier actif à Rome entre 65 et 68 après Jésus-Christ. Leur style et leur technique sont similaires à ceux d'autres pièces du palais, y compris les couloirs souterrains qui y sont reliés. Le choix des figures et l'éclat des couleurs suggèrent que ces chambres étaient conçues comme des espaces luxueux célébrant les mythes, la nature et l'imaginaire artistique de l'époque. Les secrets du monde souterrain de Rome. Le Grand Colisée de Rome est l'un des édifices antiques les plus célèbres au monde. À l'époque de l'Empire romain, il était le centre du spectacle public où gladiateurs animaux sauvages et combats simulés attiraient des foules immenses. Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent l'arène à ciel ouvert, les imposantes murailles extérieures et la vue depuis les gradins d'où empereurs et citoyens applaudissaient jadis la violence comme un sport. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Colisée n'est pas qu'un simple monument émergent du sol. Sous son arène baignée de soleil se cache un vaste réseau de passages de tunnels, de chambres et de couloirs qui témoignent d'une ingéniosité, d'une organisation et d'un génie technique antique remarquable. Pour les explorateurs et les archéologues modernes, ces espaces souterrains sont aussi fascinants que l'amphithéâtre de pierre qui les surplombe et ils révèlent une facette du spectacle romain resté invisible au monde pendant des siècles. Le réseau souterrain situé sous le Colisée est connu sous le nom d'hypogée, un terme dérivé du grec signifiant « souterrain ». Ce système complexe constituait un monde caché où les animaux patientaient dans des cages, où les gladiateurs se préparaient au combat et où les machines scéniques fonctionnaient en silence avant les apparitions spectaculaires sur le ring. L'hypogée se composait de 2 niveaux principaux de couloirs de galeries et de cellules qui s'étendaient sur toute la longueur de l'amphithéâtre. Ces passages étaient reliés à des trappes et des puits verticaux donnant directement sur l'arène, créant un effet saisissant lors des spectacles publics lorsque des animaux, des gladiateurs ou des accessoires surgissaient soudainement comme par magie. La conception de l'hypogée représentait un véritable exploit d'ingénierie. Les Romains construisirent des ascenseurs en bois, des systèmes de poulies et des contrebas, permettant de remonter à la surface les cages d'animaux et même les décors des chambres obscures situées sous terre. Certains puits étaient reliés à des treuils actionnés par des équipes d'ouvriers qui, par un mouvement de poussée et de traction, faisaient remonter ces cages par des trappes. Ce système souterrain, pleinement opérationnel, permettait aux organisateurs des jeux de gérer avec une grande précision des dizaines d'animaux d'accessoires et de combattants. Les chambres de l'hypogée comprenaient également des espaces dédiés à la préparation des gladiateurs avant leur entrée dans l'arène. Ces derniers patientaient dans d'étroits couloirs, parfois enchaînés ou enfermés dans de petites pièces, prêts à entrer dans l'arène à l'heure prévue. Certains passages reliaient l'hypogée à d'autres structures voisines, comme le Ludus Magnus, la plus grande école d'entraînement de gladiateurs de Rome. Cette école, située près de l'amphithéâtre, disposait d'un tunnel direct permettant aux gladiateurs d'accéder directement à l'arène, sans être exposés à la foule avant le combat. Cette connexion entre les terrains d'entraînement, les salles d'attente et l'arène montre que le Colisée n'était pas une structure isolée, mais faisait partie d'un système architectural et social plus vaste, contribuant au spectacle de la vie romaine antique. Pendant des siècles après la chute de l'Empire romain, une grande partie de l'hypogée tomba dans l'oubli, enfouie sous des couches de terre, de débris et de vestiges de constructions ultérieures. Le plancher en bois de l'arène fut retiré au Moyen Âge, exposant ainsi certaines parties souterraines à l'air libre. Mais de nombreux couloirs et salles restèrent invisibles.
À la fin du 19e siècle, les archéologues ont entrepris l'étude approfondie des niveaux souterrains, mettant au jour la maçonnerie complexe, les passages et les mécanismes enfouis sous le temps et la terre. De nos jours, les travaux de restauration et de fouilles ont révélé davantage de ces espaces souterrains, transformant ce qui était autrefois les sombres coulisses des jeux antiques en un lieu où les visiteurs peuvent déambuler et explorer l'histoire de près. Aujourd'hui, les visiteurs du Colisée peuvent participer à des visites guidées qui les mènent dans l'hypogée, où l'atmosphère est plus fraîche et plus sombre que dans l'arène. En parcourant les tunnels, on peut admirer les couloirs de pierre d'origine et les vestiges des mécanismes qui actionnaient jadis les ascenseurs et les trappes. Ces dernières années, certaines parties du monde souterrain des Jeux olympiques se sont ouvertes au public. Au-delà de l'hippogame lui-même, de nouvelles découvertes et restaurations ont révélé des passages impériaux comme le couloir autrefois emprunté par les empereurs romains pour accéder à l'arène sans être vu. Ce passage, connu sous le nom de passage de Coméode, permettait aux souverains de se déplacer discrètement sous le Colisée et de prendre place sans traverser les espaces publics. Les archéologues ont restauré des sections de ce couloir et mis au jour des éléments décoratifs qui témoignent de l'importance de ce passage pour les visiteurs de marque des Jeux. Déambuler dans ces espaces permet de ressentir l'intense préparation et l'organisation qui se déroulait à l'abri des regards des foules en liesse. L'ouverture de ce passage au public constitue un nouveau chapitre dans l'histoire des vestiges de la Rome antique, élargissant notre compréhension du fonctionnement du monde antique à huis clos. La préservation et la redécouverte de ces réseaux souterrains nous rappellent que l'histoire de Rome ne se limite pas aux ruines visibles en surface. Elle est aussi inscrite dans la pierre même qui se cache sous la surface, cachée dans des passages et des chambres qui furent jadis le cœur du faste antique et qui reposent aujourd'hui silencieuses sous le poids de la vie moderne. Ces pièces secrètes nous relient à la réalité des hommes qui ont vécu, travaillé et combattu il y a des siècles. Elles nous permettent de mieux appréhender l'ampleur de l'héritage romain enfoui sous ces pierres célèbres et de comprendre les symboles rituels et leur signification. Les chambres cachées sous des sites romains antiques comme la Domasis Aurea révèlent un monde foisonnant d'images et de symboles qui revêtaient jadis une profonde signification pour les hommes de cette époque. Lorsque les archéologues ont mis au jour la salle dite du Sphinx sous la maison dorée de Néron, ils ont découvert des murs et des plafonds ornés de fresques colorées. Ces images, à la fois décoratives et symboliques, reflètent les croyances, les récits et le langage artistique du monde méditerranéen antique. La présence de figures mythologiques suggère que leur fonction dépassait le simple cadre de la décoration. Les Romains et leurs prédécesseurs grecs croyaient que les symboles mythologiques pouvaient communiquer des idées sur la nature, le divin et la vie humaine. Pour comprendre la présence de ces images dans des lieux d'élite comme les Doa Aurea, il est nécessaire d'examiner leur signification dans les traditions mythologiques romaines et grecques, ainsi que l'utilisation de leur langage visuel dans l'art et l'architecture antique. L'une des figures les plus marquantes de la salle du Sphinx est le Sphinx lui-même, créature à corps de lion et à tête humaine. Issu des anciennes traditions grecques et égyptiennes, le Sphinx revêtait des significations complexes pour les peuples du monde méditerranéen. Dans la mythologie grecque, le Sphinx est le gardien des seuils et des mystères, mettant à l'épreuve ceux qui s'en approchent par des énigmes et des devinettes. Son image symbolisait souvent le défi de surmonter le danger grâce à l'intelligence et au courage. Dans la tradition égyptienne, des créatures similaires étaient perçues comme les protectrices de lieux importants et associées à la puissance et à la force divine. Les Romains ayant intégré de nombreux symboles grecs à leur art, le Sphinx du Dei Aurea a pu symboliser le mystère, la puissance et la protection aux confins du monde connu de l'expérience humaine. Sa présence dans une pièce richement décorée encadrée de motifs végétaux et de frises géométriques suggère qu'il fut choisi non seulement pour sa beauté, mais aussi pour invoquer la sagesse, la force et les forces invisibles qui animent la vie quotidienne. Les centaures constituent un autre motif récurrent dans cette chambre secrète. Ces créatures possèdent un buste humain et un corps de cheval. Dans la Grèce antique puis dans la Rome antique, les centaures symbolisaient souvent la tension entre la civilisation et la nature sauvage. Leur double apparence à la fois humaine et animale évoquait pour les anciens l'équilibre entre raison et instinct. Certains centaures étaient représentés comme sauvages et chaotiques, symbolisant les forces rebelles en marge de la société. D'autres, dans différents mythes,
étaient dépeints comme de sages maîtres ou des guides pour les héros, montrant ainsi que ces figures pouvaient incarner à la fois le danger et le potentiel. Dans le langage artistique de la Dweza, les centaures portaient probablement ces significations complexes de nature sauvage et de pouvoir maîtrisé. Leur place dans le décor de la pièce visait peut-être à refléter la complexité de la vie elle-même, où les humains doivent apprendre à concilier pensée rationnelle et instinct primaire. Des figures de Pan apparaissent également sur la fresque de la chambre. Pan, dieu à pattes de bouc associé aux forêts, aux bergers et aux contrées sauvages, était une figure familière de l'art gréco-romain. Symbole du monde naturel, de la musique, de la fertilité, il incarnait aussi bien la joie que la crainte propre à la vie hors des villes. Sa présence dans l'art suggérait souvent un lien avec les rythmes de la nature et la vitalité de la vie en marge de l'ordre urbain. Dans les demeures et les salles de banquet romaines, les images de Pan et d'esprits sylvestres apparentés pouvaient évoquer les plaisirs de la vie rurale et un sentiment de connexion entre l'élite et les forces de la nature qui soutenaient l'agriculture et la prospérité. La représentation de Pan parmi d'autres créatures dans la fresque exprimait peut-être une harmonie entre la vie humaine et le monde spirituel naturel et festif qui l'entourait. Outre ces êtres mythologiques, les murs ornés de fresques des chambres représentaient des créatures aquatiques, des oiseaux, des plantes et des guirlandes végétales stylisées. Ces éléments étaient fréquents dans la peinture murale romaine et revêtaient souvent une valeur symbolique. Les plantes et les oiseaux pourraient représenter la croissance, la fertilité et le renouveau, reliant ainsi l'imagerie intérieure d'une pièce au cycle de la vie et au rythme de la nature extérieure. Les créatures aquatiques, qu'il s'agisse de vrais poissons ou d'hybrides imaginaires, reliaient visuellement l'espace à l'idée de fluidité d'abondance et du flux de la vie. Dans l'Empire romain, le mythe et le symbolisme étaient essentiels à la compréhension du monde. Dieux, héros et bêtes mythologiques n'étaient pas de lointains contes de fées. Ils étaient intimement liés à la vie quotidienne à travers l'art, la religion et les divertissements. Loin d'être une décoration aléatoire, chaque motif s'inscrivait dans un langage visuel plus vaste. Temples, maisons et édifices officiels utilisaient des images empruntées aux mythes grecs. Parce que ces récits véhiculaient des significations partagées, tous les esprits instruits les comprenaient. Les Romains croyaient que les symboles pouvaient avoir un pouvoir et une signification qui dépassaient les mots, reliant la vie humaine à des forces censées agir en coulisses. Les fresques dans les résidences d'élite comme les Dois Aura faisaient partie de ce dialogue visuel. L'utilisation judicieuse des couleurs et des encadrés géométriques a permis d'organiser ces images en un récit visuel captivant pour le visiteur. Elles étaient conçues non seulement pour impressionner par la richesse et le talent artistique, mais aussi pour imprégner habitants et invités de la symbolique des forces qui régissent les émotions humaines et le monde naturel. Même si ces pièces étaient privées ou utilisées pour des banquets plutôt que pour des cérémonies religieuses formelles, l'iconographie y véhiculait des associations avec la relation de l'être humain aux puissances invisibles et aux mystères de la vie. Ce langage visuel reliait la forme artistique à des idées centrales de la vie culturelle et spirituelle romaine, transformant les espaces en expression d'une vision du monde façonnée par le mythe et le symbole. L'ensemble des symboles mythologiques de la fresque sous le doigt Aura révèle que l'art romain antique n'était pas seulement décoratif. Il constituait une forme de communication reliant le monde humain au surnaturel. Ces images servaient de repères visuels, invitant les spectateurs à méditer sur les récits antiques qu'elles recelaient et à se sentir liés à une tradition qui donnait sens à la vie grâce à des symboles partagés. Les cultes secrets sous Rome. La Rome antique était une ville où foisonnaient dieux, rituels et formes de culte bien au-delà de ce que l'on peut voir dans ces grands temples. Tandis que les Romains honoraient des divinités comme Jupiter et Mars lors de processions publiques et de cérémonies officielles, de nombreux autres groupes religieux pratiquaient leur culte en secret ou dans des lieux privés. Ces groupes sont souvent appelés cultes à mystère ou religions secrètes, car leurs pratiques n'étaient pas rendues publiques et se déroulaient souvent dans des lieux cachés ou souterrains. Ces mouvements et cultes clandestins ont façonné la vie spirituelle de Rome d'une manière que la religion officielle ne pouvait pas. Ils ont permis aux gens d'accéder à de nouvelles idées sur la vie, la mort, le salut, l'initiation et la transformation personnelle. Parmi les cultes les plus célèbres figurait celui de Mithous, le culte d'Isis d'Égypte et d'autres encore qui offraient des expériences spirituelles plus profondes à leurs adeptes.
Ces cultes coexistaient avec la religion romaine officielle et contribuaient à forger l'identité des habitants de la ville et de l'Empire. Le culte de Mithras était l'une des religions secrètes les plus répandues dans la Rome antique. Il commença à se diffuser dans tout l'Empire dès le 1er siècle de notre ère et devint particulièrement populaire parmi les soldats, les marchands et les fonctionnaires romains. Contrairement au culte public rendu à Jupiter sur des autels publics, les adeptes de Mithras se réunissaient dans de petites pièces fermées appelées Mithria, souvent construites sous terre ou aménagées comme des grottes. Ces espaces étaient conçus pour ressembler à la grotte mythique où le dieu Mithus aurait terrassé un taureau, une scène connue sous le nom de Terrokin. Cette image était centrale dans les enseignements du culte et figure dans presque tous les Mithraums mis au jour par les archéologues. Ces temples secrets n'étaient pas de grandes structures, mais des espaces étroits et bas où seul un petit groupe pouvait se réunir à la fois. Chaque Mithraum était bordé de bancs où les initiés prenaient place lors des repas communautaires. L'atmosphère y était sombre et symbolique, évoquant le monde caché du mystère spirituel sous-jacent à la vie quotidienne. L'initiation au culte de Mithra était un processus rigoureux comportant plusieurs étapes. Les membres progressaient à travers une série de grades souvent symboliquement liés aux étoiles et aux planètes, à mesure qu'ils acquéraient une connaissance et une expérience plus approfondie au sein du culte. Ces étapes comprenaient une purification symbolique des repas rituels, des serments de secret et des rites dramatiques symbolisant le voyage et le renouveau de l'âme. Le culte n'ayant laissé aucun texte écrit, les chercheurs s'appuient aujourd'hui sur la conception des objets rituels Mithra, les inscriptions et l'art pour reconstituer la signification de ces rituels. Le secret qui entourait ces rites impliquait que seuls les initiés en comprenaient pleinement la signification et les membres formaient une fraternité étroite, unie par une croyance et un rituel commun. Cette importance accordée au savoir caché à l'initiation et au mystère spirituel distinguait le mithraïsme de la plupart des autres formes de religion romaine qui étaient soit publiques, soit communautaires. Parmi les autres cultes, en partie clandestins, figuraient ceux associés aux divinités étrangères, notamment Isis d'Égypte. Le culte d'Isis fut importé en Italie bien avant que l'Empire n'atteigne son apogée et se répandit dans les villes et les ports liés au commerce et à la circulation des populations. Bien qu'Isis possédât des temples et organisât des fêtes publiques, les rituels les plus profonds de son culte incluaient des rites secrets d'initiation, de purification et de renaissance symbolique. Ces droits attiraient hommes et femmes, et le culte offrait des promesses personnelles de protection, de soutien face aux épreuves de la vie et d'espoir d'une existence après la mort. Les fidèles d'Isis n'appartenaient à aucune classe sociale ni à aucun groupe particulier, et son culte séduisait tout particulièrement ceux qui se sentaient délaissés par la religion publique traditionnelle. À Pompéi, un temple d'Isis remarquablement bien conservé témoigne que, même lorsque les autorités romaines tentèrent de réprimer son culte, la foi se développa et se rétablit, illustrant ainsi la force et l'importance que ces communautés religieuses alternatives revêtaient pour le peuple. Les cultes à mystère, notamment ceux dédiés à Isis et à Mithus, séduisaient, car ils proposaient une expérience religieuse personnelle contrairement au culte public. La religion publique romaine s'articulait autour de cérémonies visant à s'assurer la faveur des dieux pour l'État tout entier. La participation à ces rituels était censée apporter des bénédictions à la cité, à ses armées et à ses dirigeants. À l'inverse, les cultes secrets offraient une expérience plus intime. Ils invitaient les individus à participer à des pratiques qui promettaient non seulement la faveur divine dans cette vie, mais aussi la transformation, le sentiment d'appartenance et une connexion avec le monde invisible. Les membres de ces cultes pouvaient vivre des morts et des renaissances symboliques, des rituels de purification ou des fêtes symbolisant l'unité et le renouveau cosmique. Ces pratiques, interdites aux étrangers et réservées aux initiés, créaient des liens profonds entre les membres et leur offraient un monde spirituel à la frontière du monde visible, connu de la plupart des Romains. Ces rites clandestins et secrets témoignent également de la diversité et de l'adaptabilité de la vie religieuse romaine. Les Romains n'exigeaient pas des fidèles qu'ils choisissent entre la religion d'État officielle et les voies privées du salut. Au contraire, nombre d'entre eux appartenaient à plusieurs cultes et pratiquaient différents rites selon les périodes. Un soldat pouvait participer à des mystères mithraïques clandestins, se rendre au temple d'Isis pour y trouver réconfort et guérison et honorer Jupiter ou Mars lors de fêtes publiques. Femmes,
Affranchis et esclaves trouvaient des cultes différents qui répondaient à leurs besoins et leur offraient un réconfort spirituel. Les esclaves et les personnes de condition modeste pouvaient prier Isis pour obtenir sa protection, tandis que les soldats recherchaient force et fraternité auprès de Mithras. Cette flexibilité a permis d'intégrer de nombreuses traditions étrangères au monde romain et a fait des cultes clandestins une composante vivante de la vie urbaine et provinciale. Parce que ces cultes se réunissaient dans des lieux privés ou cachés, leurs vestiges matériels furent souvent enfouis ou oubliés lors des transformations de Rome. Certaines mosquées de Mithria furent recouvertes par des églises chrétiennes à la fin de l'Empire, témoignant de l'évolution de la vie religieuse au fil des siècles. Ce n'est que grâce à l'archéologie que nombre de ces lieux ont été mis au jour, révélant des reliefs sculptés des autels des scènes symboliques et des objets rituels. Ces découvertes montrent que le monde religieux clandestin de Rome était autrefois actif significatif et qu'il a profondément marqué la vie d'innombrables personnes. Ces cultes oubliés de Rome nous rappellent que les temples officiels et les grands espaces publics ne représentaient qu'une facette de la vie spirituelle romaine. Aujourd'hui, archéologues et historiens continuent de mettre au jour et d'étudier ces espaces. Chaque fragment du temple souterrain enrichit notre compréhension de la façon dont les anciens se percevaient et percevaient le monde. Ces pratiques secrètes révèlent une facette de Rome profondément personnelle, riche en symboles et spirituellement complexe, montrant que l'identité de la Rome antique s'est construite autant en profondeur qu'au-dessus de ses apparences. Quels autres secrets pensez-vous que les ruines de la Rome antique pourraient receler? Partagez vos idées dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre appareil.